C'est le jour de récit qui retourne l'estomac, qui laisse une cicatrice à l'âme bien après la dernière seconde. Aucune préparation n'est possible face à une telle claque. Que l'on dévore les pages ou qu'on l'écoute en livre audio, la morsure reste indélébile. C'est My Absolute Darling, le roman foudroyant de Gabriel Talente. Une plongée vertigineuse dans l'enfer de l'emprise psychologique et de la survie à l'état pur. Dévastateur. Au centre de cet ouragan, il y a Turtle Alveston, 14 ans. On est jeté d'emblée dans la boue et le sang, au cœur des forêts hostiles de la Californie, un fusil lourd entre les mains de cet enfant. Une guerrière surpuissante capable de survivre à l'apocalypse, mais qui est la victime totalement soumise du seul homme censé la protéger, son propre père. C'est complètement fou quand on y pense, non? Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement l'innocence d'une enfant, c'est une question de vie ou de mort, le choix insoutenable entre tuer son propre créateur ou se laisser consumer par lui. Oui, c'est exactement ça. Et pour mesurer vraiment l'ampleur de ce choix, il faut d'abord bien saisir l'atmosphère. L'atmosphère dans laquelle cette gamine évolue au quotidien. Alors, décortiquons ça. Le décor plante une intensité viscérale tout de suite. Complètement. On est sur la côte nord de la Californie, Mendocino. Voilà, Mendocino. Et la nature y est détaillée avec une précision presque botanique. C'est sauvage. Sauvage et isolant, oui. On sent l'eau glacée de la rivière, on voit les orties, les symplocarpes, et au milieu de cette immensité hostile, Turtle vit totalement coupé du monde. Avec son père, Martin. En fait, rien que les prénoms de cette fille, ça raconte déjà toute l'histoire. Oui, elle est fracturée. C'est ça. Pour l'état civil, c'est Julia. Mais c'est un fantôme, ce prénom. Personne ne l'appelle Julia. Dans l'intimité, son père utilise un surnom. Croquette. Croquette, voilà. Ça a l'air affectueux comme ça, mais c'est profondément toxique. C'est le nom d'un animal de compagnie. C'est possessif au possible. Et face à ça, elle s'est forgée sa propre identité. Son armure. Turtle. La tortue, la carapace. C'est l'identité de celle qui est le monde extérieur et qui s'endurcit pour survivre. Et cette carapace, elle est modelée par ce père, Martin. Ce type déjoue absolument tous les clichés. Ah oui, on est à des années-lumière de la brute épaisse inculte du fin fond des bois. C'est un monstre de charisme. Il lit de la philosophie. Il a un vocabulaire d'universitaire. Il manipule les concepts avec une aisance glaçante. C'est ce qui le rend si effrayant en fait. Il prépare sa fille à la fin du monde d'une manière quasi clinique. Il lui apprend à démonter un fusil d'assaut les yeux fermés. Oui. Et justifie tout ça, il y a cette phrase clé qui l'assène. La violence vient du désir de contrôler. C'est d'un cynisme absolu. Son amour est inconditionnel. D'accord, mais c'est un amour destructeur. Incestueux. Il l'étouffe, littéralement. Et le quotidien qu'il partage est insoutenable de banalité. Oh, le petit déjeuner. Ce petit déjeuner, oui. Elle gobe des œufs crus, l'un après l'autre, Pendant qu'il descend des bières reptiles. dès le matin. C'est mécanique. C'est froid. Turtle connaît beaucoup mieux les armes à feu que les relations humaines. C'est hallucinant. Elle a 14 ans et elle connaît l'AR-15 par cœur. Elle manie un Sig Sauer 9 mm. Et elle critique le mécanisme d'un pistolet sale avec la précision d'un tireur d'élite militaire. On parle d'une gamine de 14 ans. Ce qui est fascinant ici, c'est le paradoxe psychologique qui s'installe. Le syndrome de Stockholm, évidemment. Un syndrome de Stockholm massif. Elle vénère son père. Elle absorbe chaque goutte de sa toxicité. Jusqu'à sa misogynie. Surtout sa misogynie. Elle déteste les femmes. Elle utilise les pires insultes pour les qualifier. C'est une automutilation psychologique permanente. Elle est persuadée que le monde extérieur est faible et minable. L'horreur suprême, ce n'est pas seulement les coups. C'est que la victime défend farouchement son bourreau. C'est ça. Elle épouse son idéologie. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'ils ne vivent pas sur une île déserte. Le monde est là. Mais le monde extérieur est aveugle. Personne ne la sauve. Personne. Il y a Papy, pourtant, le grand-père. Qui vit juste à côté, dans un mobil-home décrépite avec sa chienne Rosie. Il y a aussi les amis de poker de Martin. Wallace, Jim. Ils viennent boire des bières. Ils sont chez eux. Ils voient bien l'attitude de l'adolescente. Et il y a Anna, sa professeure au collège. Anna voit les bleus. C'est évident qu'elle remarque les ecchymoses. Mais elle se heurte au mur dressé par Turtle. Et au lieu d'insister, elle recule. La société tout entière détourne le regard. Cela soulève une question hyper importante. Pourquoi ce silence perdure-t-il? Parce que, ironiquement, cette inaction donne raison à Martin. Il lui a toujours dit que la société se moquait d'elle. Exactement. Il lui a martelé que les autres sont lâches. Et quand les autres ne font rien,
Turtle se dit que son père dit la vérité. C'est une critique cinglante de la lâcheté collective. Mais heureusement, il y a un point de bascule, une brèche dans cette carapace. Jacob, Jacob, oui, un lycéen, un garçon tout à fait normal. il est drôle, il est blagueur, il n'a aucune agressivité en lui. Pour la première fois de sa vie, Turtle voit sa carapace se fissurer. L'amitié naissante avec ce garçon et avec son ami Brett, c'est l'antidote parfait. Mais c'est un poison mortel pour l'idéologie de Martin. C'est une fenêtre qui s'ouvre. Une fenêtre sur un monde qui n'est pas régi par la violence paternelle. Un monde normal. Si on relie ça à une perspective plus large, cette lueur d'humanité réveille quelque chose de profondément enfoui en elle, la rébellion. Elle commence à douter. Elle remet en question la réalité que son père a fabriquée. Elle réalise soudain que ce qu'elle prenait pour de l'amour, c'est en fait une prison. Et la tension devient insoutenable à ce moment-là. L'amour filial et la haine pure s'affrontent violemment dans son esprit. Puis le rythme s'accélère. Tout s'effondre autour d'elle. Papy meurt. La dernière amarre familiale cède. Et Martin disparaît. Pendant des mois, Turtle se retrouve seule. Elle doit survivre, chasser. sans sortir par ses propres moyens. Elle applique les leçons de survie, mais pour elle-même. Sauf qu'il revient. Il revient toujours. Mais il ne revient pas seul. Non. Et là, c'est le basculement définitif. Il ramène Cayenne, une petite fille. Elle doit avoir 9 ou 10 ans. Enlevé dans une station-service. C'est l'histoire bégaye d'une manière atroce. Une nouvelle croquette. Turtle prend ça en pleine face. C'est un miroir terrifiant de sa propre enfance. La tension dans la maison devient électrique. L'air est irrespirable. Turtle prend une décision radicale. Elle se retranche dans sa chambre. Elle sort son arme. Elle nettoie et charge son fusil de manière ostentatoire. Le bruit métallique résonne pour que Martin l'entende. C'est un message clair. Elle l'empêche d'entrer. Elle bloque la violence. Pour une nuit. Une seule nuit. Parce que la nuit suivante, les pas de Martin résonnent à nouveau dans le couloir. Mais il ne s'arrête pas devant la porte de Turtle. Il se dirige vers la chambre de Cayenne. L'heure tourne. Les pas s'éloignent dans le couloir. Le claquement d'une porte. Le silence étouffant de la maison. Turtle a un fusil à pompe entre les mains. Les leçons de survie de son père résonnent dans sa tête. Va-t-elle rester pétrifiée par cette loyauté toxique? Ou va-t-elle utiliser les armes mêmes de son bourreau pour faire exploser la serrure et changer le cours de l'histoire? La suite est une descente aux enfers. Une descente qui force à tourner les pages avec l'urgence de quelqu'un qui manque d'air. Il est absolument indispensable de vivre ce récit jusqu'à la dernière phrase pour comprendre la force inouïe de ce personnage. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? C'est la question fondamentale. Voici une pensée pour clôturer ce voyage. Quand un être a été entièrement forgé par la sauvagerie et la violence, au point que la douleur devient son seul repère d'amour, est-il un jour réellement possible de retourner à la civilisation? Ou bien, garde-t-on toujours, tapis dans l'ombre, cette part sauvage qui attend de reprendre le contrôle? C'est une question qui hante longtemps, très, très longtemps après le silence. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.